Un parapluie est resté sur les lieux du crime et il n'appartenait pas à la victime. Bienvenue dans Mystère de Minuit France, je suis votre hôte Gustave. Faites-moi savoir d'où vous vous joignez à nous. Indiquez votre position dans les commentaires. Ce sont vos messages qui donneront vie à ce jeu. C'est parti. Le pavillon d'été de Belvoir Place se dressait élégant et distant, drapé de lierre et chargé d'histoire, tandis que les derniers accords d'un morceau de musique de chambre s'échappaient de ses larges porte-fenêtres. C'était un rassemblement dominical comme seule l'élite pouvait en recevoir. Argenterie polie, étayée, domestique en uniforme discret. Lady Wilhelmina Barrington, veuve d'un ancien gouverneur colonial et fervente mécène, avait convié une ribambelle de connaissances, de mondains et de petits aristocrates pour un après-midi de musique et de cordial glacé. Mais le véritable scandale ne réside pas dans la mauvaise interprétation de Mozart ou dans le punch à la fleur de sureau trop sucré. À 4h30 précises, alors que le soleil projetait ses longs doigts dorés sur la pelouse, un cri perçant jaillit du labyrinthe du jardin derrière le pavillon d'été. Les invités, surpris et murmurants, se sont rassemblés au son, menés par une jeune femme de chambre paniquée qui répétait sans cesse « Il est mort, madame, juste à côté de la porte rose. » Là, dans l'ombre de l'arche de fer élaborée qui menait au sanctuaire intérieur du labyrinthe, gisait la silhouette immobile de M. Alaric Vane, un critique de théâtre à la réputation acerbe et aux opinions impopulaires. Ses lunettes étaient fissurées à côté de lui dans l'herbe. Ses bras étaient écartés, une jambe repliée comme s'il s'était tordu en plein effondrement. Un calme étrange l'enveloppait, à l'exception de la teinte violacée caractéristique qui teintait ses lèvres et de la fine mousse qui se formait au coin de sa bouche. Poison. Mais ce qui a attiré le plus l'attention, ce dont on parlerait encore pendant des jours, c'est la parapluie noire laissée soigneusement appuyée contre la haie, à quelques centimètres de sa main tendue. La journée avait été magnifiquement ensoleillée. Pas un seul nuage. À quoi bon avoir un parapluie? A demandé quelqu'un. Pourtant, personne ne l'a revendiqué. Lady Wilhelmina ordonna le bouclage de la zone, d'une voix tremblante. « Appelez le docteur Paley », ordonna-t-elle à son majordome. « Et appelez la police. Et, oh mon Dieu, Monsieur Poirot, il est à Londres, il loge au Park Row Hotel. Il doit venir immédiatement. Je ne laisserai pas un agent de police rurale s'occuper de ça. Pas avec Alaric. Pas avec. » Elle s'arrêta. Mais Hastings, qui raconterait plus tard l'histoire de sa main experte, remarqua la lueur d'effroi dans ses yeux. En moins de 2 heures, la police était arrivée. Les témoignages furent recueillis, les lieux furent scellés, et le parapluie étiqueté et photographié demeurait l'anomalie la plus étrange de la scène. Le docteur Paley confirma les signes d'empoisonnement, mais pas la source. Ni verre, ni fiole, ni blessure. Et à 8h15 précis ce soir-là, une grande silhouette méticuleuse dans un costume gris immaculé, ses moustaches enroulées avec le soin d'un sculpteur, arriva en voiture et sortit avec une seule déclaration. On ne laisse pas de parapluie ce jour-là, à moins de vouloir qu'il soit remarqué. Il ajusta ses menottes et observa l'obscurité croissante du domaine. V.N.'s Hastings. Voyons quel secret le soleil n'a pas dissipé. Poirot se tenait juste derrière la porte aux roses, les mains gantées soigneusement croisées derrière le dos, observant la scène avec une intensité qui trahissait son calme. Hastings l'observait à quelques pas, sachant qu'il valait mieux ne pas l'interrompre lorsque Poirot était d'humeur observateur. Le regard du petit Belge passa du corps au parapluie, puis à l'herbe piétinée, et enfin au mur du jardin qui entourait le labyrinthe. Le gendarme responsable, un homme robuste nommé Fletcher, s'est approché, essayant de ne pas paraître irrité. « C'est un peu bizarre, celui-là, » dit-il en désignant le corps d'un signe de tête. Aucune trace de lutte. Aucune blessure. Il s'est juste effondré comme foudroyé, mais le médecin dit qu'il est empoisonné. Il n'y a ni tasse, ni seringue, ni nourriture, rien. Et puis il désigna le parapluie, posé là, comme une sorte de carte de visite. Poirot ne le regarda pas. Pas de pluie prévue aujourd'hui, je suppose. Ciel clair depuis le matin. Exactement. Poirot se retourna enfin et adressa un léger signe de tête à Hastings. Allons interroger la maisonnée, mon ami. Vous prendrez des notes, d'accord? Lady Wilhelmina avait rassemblé les invités et le personnel restant dans la bibliothèque, une élégante pièce de bois sombre et de livres anciens. Ils étaient assis, mal à l'aise, sur des chaises dispersées, sans parler. Poirot entra d'un pas calme et posé.
Un silence subtil s'abattit sur la pièce. Je vous remercie tous, commença-t-il d'une voix douce et courtoise, pour votre patience dans cette situation très difficile. Un meurtre n'est jamais agréable. Et ne vous y trompez pas, c'est bien un meurtre. Quelques halètements rompirent le silence. Poirot poursuivit, « J'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous, tour à tour. Soyez sans crainte, je ne suis pas ici pour accuser, mais pour comprendre. Et la compréhension, mes amis, vient d'une attention particulière portée à ce qui est dit, et surtout, à ce qui ne l'est pas. » Il se tourna vers Lady Wilhelmina. « Pouvons-nous utiliser le salon ?»« Bien sûr, » dit-elle faiblement. La première personne à être interviewée fut Lady Wilhelmina elle-même. Poirot fit signe à Hastings de s'asseoir à côté de lui, carnet à la main. « Dame Wilhelmine, s'il vous plaît. Racontez-moi les événements de la journée, notamment ceux concernant M. Venn. » Elle se redressa. M. Venn n'était pas un homme facile, M. Poirot. Brillant, peut-être, mais cruel. Il est venu aujourd'hui uniquement parce que je lui avais promis une rencontre avec Sir Hugo Glenwright, qui s'apprête à financer un nouveau projet théâtral. Alaric souhaitait faire partie du comité. Naturellement, Sir Hugo avait des réserves. Alaric s'est fait beaucoup d'ennemis dans ses critiques. Vous êtes-vous disputé avec M. Venn aujourd'hui? Non. Mais il s'est disputé avec d'autres. M. Julian Maddox, par exemple. Ils avaient des désaccords sur Shakespeare, entre autres. Poirot hocha légèrement la tête. Et le parapluie? Je ne l'avais jamais vu auparavant. Certainement pas celui de M. Venn. Il n'est apparu qu'après qu'il ait été retrouvé. Poirot ne fit aucun commentaire mais la fit sortir doucement et appela l'invité suivant. Julian Maddox, un homme remarquable d'une trentaine d'années avec la confiance facile d'un acteur et un froncement de sourcils légèrement théâtral. « Parlez-moi, Monsieur Maddox, » dit Poirot en joignant les doigts, « de vos relations avec le défunt. » Maddox soupira. Venn était un imposteur. Un tyran se faisant passer pour un critique. Je l'ai interpellé aujourd'hui, devant tout le monde, parce qu'il méprisait le travail d'un collègue qu'il n'avait même pas vu. Je lui ai dit que je ne supporterais pas les imbéciles, même s'ils avaient l'oreille de la presse. Et quand cette dispute a-t-elle eu lieu? Vers 15 heures, juste après la première représentation musicale. Ça n'a pas été physique, si c'est ce que tu veux dire. Je demande seulement la vérité. Poirot le regarda. Et où étiez-vous au moment du cri? J'étais dans le fumoir. Seul, si ça compte. J'avais mal à la tête. Un mal de tête, répéta doucement Poirot. C'est curieux de voir combien de telles choses se produisent souvent après un conflit. Vint ensuite Sir Hugo Glenwright, un homme corpulent aux yeux larmoyants et à l'expression bienveillante et confuse. Il se tordait les mains en parlant. Je connaissais à peine cet homme. Il m'a contacté pour financer un théâtre à Soho et m'a demandé de le rencontrer aujourd'hui. Mais j'avais des doutes. Lady Wilhelmina s'est portée garante de lui, mais même elle semblait hésitante. Je ne fais pas confiance aux hommes qui manient les mots comme des armes, Poirot. Venn avait du pouvoir, et il s'en servait pour effrayer les autres. Franchement, je n'ai pas été surprise quand les cris ont commencé. Tu as entendu des cris? Eh bien, des voix élevées, oui. Maddox et Venn, et je crois que Miss Imogen aussi. Mademoiselle Imogen. Imogen Scott. C'est une violoniste. Venn aurait écrit une critique acerbe de sa prestation au printemps dernier. Elle est venue aujourd'hui uniquement pour faire plaisir à Lady Wilhelmina. Poirot hocha la tête. Où étiez-vous au moment de l'incident? Dans le salon. Avec Mademoiselle Scott, justement. Elle pleurait. Imogen Scott, Insurance Sud. Une jeune femme aux cheveux auburn, les yeux encore rouges. J'ai pleuré, a-t-elle admis en se tamponnant le nez. C'était tellement horrible de le revoir. Il a gâché mon premier concert. Et il savait ce qu'il faisait. Il a même souri quand on s'est croisés. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de cœur. Poirot haussa les sourcils. C'était aimant? Plus ou moins. J'aurais pu dire pire. Mais je ne l'ai pas empoisonné, Monsieur Poirot. Je préfère qu'il vive dans sa misère. Où étiez-vous lorsque le cri a été entendu? Au salon. Avec Sir Hugo. Il m'a tendu un mouchoir. Très bien. Et vous étiez allé près du jardin? Non. Je l'ai évité. Convoqué, le docteur Pally a confirmé la cause du décès. Un alcaloïde à action rapide. Peut-être quelque chose comme la strychnine ou l'aconitine. J'en saurai plus après un examen complet. Il aurait fallu l'ingérer, mais il n'y a aucune trace de ce qu'il aurait mangé ou bu récemment. Très étrange. Et le parapluie. Une bizarrerie. Sans rapport, me suis-je dit.
À moins que, eh bien, elle ait été placée délibérément. Mais personne ne l'a revendiqué. Poirot se renversa en arrière. Nous avons donc un homme détesté par beaucoup, tué par empoisonnement, sans moyen apparent de le tuer. Un parapluie apparaît à ses côtés, malgré le temps sec. Personne n'a vu comment il s'est retrouvé là. Personne ne le revendique. Hastings s'aventura. Aurait-il pu être laissé plus tôt? Peut-être par un domestique? Ah, Hastings, dit Poirot, une lueur dans les yeux. On pense toujours avec les pieds, jamais avec la tête. Un parapluie attire l'attention. On ne l'oublie pas par beau temps. On le place. Et maintenant, Poirot se leva et ajusta ses menottes une fois de plus. Viens, mon ami. Il est temps de retourner au jardin. Je veux examiner le parapluie. Pas pour des empreintes digitales, non, mais pour des raisons psychologiques. Il s'arrêta à la porte, puis murmura, presque pour lui-même. Quelqu'un a commis un crime très astucieux. Mais il a mal jugé une chose. L'œil qui ne voit pas l'acte, mais l'intention. Hastings le suivit en silence, un frisson lui parcourant l'échine malgré la chaleur de la soirée. La lumière du soir s'était adoucie d'une teinte ambrée tandis que Poirot et Hastings retournaient à la porte rose où le corps avait été découvert. Bien qu'Alaric Vane ait été retiré depuis longtemps, la scène restait intacte, la zone délimitée par un ruban de police discret et le parapluie toujours à l'endroit exact où il avait été trouvé. Il était appuyé contre la haie taillée, sa poignée en argent poli, son tissu étroitement enroulé et parfaitement sec. Poirot s'accroupit à côté de l'objet sans le toucher. Il plissa les yeux et laissa le silence s'étendre, comme s'il écoutait l'objet lui-même. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, il y a quelque chose de très délibéré là-dedans. Regardez l'angle, il n'est pas posé au hasard, mais avec soin. Ce n'est pas de la panique. C'est la signature de quelqu'un qui veut nous le montrer. » Hastings fronça les sourcils. « Un symbole, tu crois? Mais de quoi? De protection? De dissimulation? Peut-être. Ou peut-être est-ce une diversion. » Poirot se leva et épousseta son pantalon. « Raisonnons, pas de pluie, pas d'orage, et pourtant le parapluie est à portée. Par conséquent, l'objet ne remplit pas sa fonction habituelle. Il est là pour être vu. Mais par qui? La victime? Le meurtrier? Ou les observateurs? » Hastings regarda autour de lui. Le tueur aurait-il eu le temps de le placer après coup? Ou M. Vane l'a-t-il apporté lui-même? C'est ce que nous devons déterminer. Venez, nous allons parler au personnel. De retour dans le couloir des domestiques, Poirot demanda le majordome, un homme austère nommé Sick qui travaillait à Belvoir Place depuis que le défunt mari de Lady Wilhelmina gouvernait le Bengale. En règle générale, je vérifie tous les invités et leurs effets personnels. Dit Sick d'un ton sec. Je n'ai vu personne arriver avec un tel parapluie, et je n'en ai pas placé un près du jardin. La plupart des invités sont passés par le portique ouest. Seuls Mademoiselle Scott et M. Vane ont emprunté la longue allée du jardin à leur arrivée. Ensemble? Demanda sèchement Poirot. Non, monsieur. Mademoiselle Scott est arrivée peu avant 15 heures. M. Vane, plus près de 15h30. Je l'ai vu depuis la fenêtre du garde-manger, traversant la pelouse. Il n'avait pas de parapluie à ce moment-là. Poirot haussa les sourcils. Ah, voilà. Et l'allée du jardin, était-elle visible depuis la maison? Sick secoua la tête. Pas clairement, monsieur. Et le masque après la porte des roses. Ce chemin est assez privé. Alors qu'il se retournait pour partir, Poirot hésita. Une dernière chose. Qui avait accès aux affaires des invités? Manteau, sacs, parapluies? Le valet de pied, Ellis, a supervisé cela, monsieur. Ellis, lorsqu'il fut appelé, parut nerveux. Jeune homme aux joues couvertes de taches de rousseur, il s'agitait constamment sous les questions de Poirot. Il n'y avait pas de parapluie dans le vestibule. Pas que j'en ai vu. Quelques chapeaux, un sac à main, un châle. Mais pas ce noir. Avez-vous quitté votre poste? Eh bien, une seule fois. Dame Wilhelmina m'a envoyé chercher du vin à la cave. Ça n'a duré que 5 minutes. 5 minutes, répéta Poirot. Le temps d'un subtil remplacement. Le jeune homme rougit. Je n'ai vu personne trafiquer, monsieur. Je le jure. Je te crois. Ce n'est pas ta malhonnêteté que je soupçonne, mon garçon, mais l'ingéniosité de quelqu'un d'autre. Poirot retourna au salon, les doigts croisés, pensif. Hastings le suivit, essayant de reconstituer l'enchevêtrement croissant d'indices. « À quoi penses-tu, Poirot ?» Poirot lui jeta un coup d'œil. «
Je pense que notre meurtrier est non seulement intelligent, mais aussi théâtral. L'emplacement du parapluie n'est pas seulement un message. C'est une performance. Et une performance exige un public. Ils rejoignirent les invités juste au moment où les dernières lueurs disparaissaient à l'horizon. Un silence paisible s'était installé dans la maison, la tension s'insinuant dans les recoins comme du lierre. Poirot marqua une pause, scrutant les visages. Julian Maddox était assis près de la fenêtre, ses doigts tambourinant sans relâche sur le rebord. Imogen Scott, pâle et silencieuse, sirotait un verre d'eau. Sir Hugo faisait les 100 pas, murmurant à propos de réputation. Lady Wilhelmina se tenait près de la cheminée, les mains crispées sur un mouchoir de dentelle. Poirot Esavanka. Je dois demander à nouveau, dit-il avec une précision minutieuse, est-ce que quelqu'un ici reconnaît le parapluie trouvé à côté de M. Venn? Silence. Le regard de Poirot s'attarda sur chaque invité, l'un après l'autre. Personne? Alors permettez-moi une petite démonstration. Hastings, V.A. Churchill Loop Parapluie. Quelques minutes plus tard, Poirot le tenait délicatement entre ses doigts gantés, au centre de la pièce. Les invités se penchèrent malgré eux, le mystère se renforçant. Ce n'est pas simplement un objet oublié, dit Poirot. C'est un indice implanté. Il n'appartenait pas à la victime et n'a jamais été observé avec elle. Il a été placé délibérément, avec précaution. Et maintenant, je commence à me demander, pourquoi? Il se tourna vers Lady Wilhelmina. Madame, Monsieur Venn vous a-t-il parlé d'un grief particulier aujourd'hui? D'un sujet autre que la politique théâtrale? Elle hésita. Il a fait une remarque au déjeuner. À propos des héritages. Que trop de gens ici jouaient des rôles. Les yeux de Poirot lancèrent des éclairs. Jouer des rôles. C'est une expression qui vaut de l'or. Il se tourna vers Imogen. Mademoiselle, vous êtes violoniste? Non? Votre carrière a été gravement compromise par la critique de M. Venn. Mais vous êtes quand même venu aujourd'hui. Pourquoi? Dame Wilhelmine m'a invité. Et, elle déglutit. Une part de moi voulait qu'il voie que je n'étais pas ruiné. Je pensais que je pourrais être poli. Mais au lieu de ça, tu as pleuré. Oui. Et pendant ce temps, avez-vous à un moment ou un autre quitté le salon? Elle hésita. Non. Je suis resté avec Sir Hugo. En effet. Poirot se tourna ensuite vers Sir Hugo. Et vous le confirmez? Je fais. Il ne nous reste alors que Monsieur Maddox. Julien se pencha en arrière, les bras croisés. Je te l'ai dit. J'avais mal à la tête. J'étais seul. Oui. Et personne ne peut confirmer où tu te trouves. Et alors? Je ne l'ai pas empoisonné, si c'est ce que tu insinues. Non. Je suggère simplement que vous, parmi tous ceux présents, compreniez l'utilisation des symboles. La mise en scène. La manipulation de l'attention du public. Maddox eut un léger sourire. Theory interesting. Poirot revint au parapluie. Cet objet, il est théâtral. Pas subtil. Il mérite d'être remarqué. Une telle fioriture n'appartient pas à un empoisonneur subtil, mais à quelqu'un qui dramatise. Et pourtant, il y a un détail qui cloche. Il s'arrêta, laissant la tension planer. Si ce parapluie était destiné à nous tromper, il aurait dû nous indiquer une fausse piste. Mais au lieu de cela, il est dénué de sens. C'est là, Hastings, le défaut. Non pas une erreur d'exécution, mais un excès de confiance. L'indice est trop creux. Il témoigne d'une ingéniosité sans but. C'est de l'ego. Il jeta un dernier coup d'œil circulaire. J'ai besoin de deux choses. Premièrement, l'accès aux archives du jardin. Lady Wilhelmina, je crois que vous tenez un registre des tâches du personnel. Elle hocha lentement la tête. Oui, au bureau du domaine. Et deuxièmement, le rapport de toxicologie complet du docteur Pally. Il se tourna vers la pièce, son ton désormais plus ferme. Je suggère qu'aucun d'entre vous ne quitte le domaine ce soir. Demain, j'aurai mes réponses. Et alors, mes amis, nous verrons qui parmi vous a confondu performance et perfection. Alors que Poirot quittait la pièce, Hastings le suivit, le cœur battant. Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas? Poirot se contenta de sourire. Mais oui, Hastings. Un schéma. Une contradiction. Et dans cette contradiction, la vérité commence à éclater. Le lendemain matin, le temps était frais et gris, les nuages s'amoncelant sur la place Belvoir, illuminant sa luminosité impeccable. Poirot,
déjà impeccablement vêtu d'un costume bleu pâle et de chaussures cirées, était assis dans la salle à manger avec un œuf à la coque et un exemplaire du matin. Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur le tirage. Ils étaient distants, tournés vers l'intérieur. Hastings, les yeux embrumés et sirotant son café, avait appris à reconnaître ce regard. Poirot assemblait mentalement des fils, tirant sur l'un d'eux jusqu'à ce que l'écheveau emmêlé cède. Un coup frappé à la porte rompit le silence. Sick entra avec une solennité discrète, portant 2 documents, la liste du personnel du jardin du domaine et les premières notes de toxicologie remises par coursier par le docteur Paley. Le visage de Poirot s'illumina immédiatement. « Ah, voilà! Enfin, les faits parlent. » Il prit d'abord le journal du personnel, feuilletant ses notes manuscrites précises. La maison de Lady Wilhelmina était gérée avec la discipline d'un régiment colonial. Les tâches, les allées et venues de chaque domestique, ainsi que sa localisation heure par heure, étaient consignées avec une minutie obsessionnelle. Poirot murmura en escrutant la pelouse. Voyons voir. Le jardinier, Monsieur Blan, taillait le treillis ouest. Le jardinier auxiliaire, le jeune Tobias, ratissait la pelouse et jusqu'à 15h15. Et, tiens, le labyrinthe lui-même devait être taillé ce matin, mais personne n'y était affecté hier. Curieux, en effet. Il tendit le journal à Hastings et reporta son attention sur les notes du docteur Paley. Son regard parcourut rapidement la page. « Mon Dieu! Comme je le soupçonnais, murmura-t-il. Ce n'était pas de la strychnine. C'était de l'aconite napellui. Une plante que l'on trouve souvent dans les jardins à la française, mais mortelle même en très petite quantité. Absorbée par la peau, certes, mais surtout mortelle en cas d'ingestion. Et son action est rapide. En quelques minutes, Hastings posa son café. Donc, le poison a probablement été introduit dans quelque chose qu'il a mangé ou bu. Après tout, Poirot secoua la tête. On n'a trouvé ni nourriture ni boisson près du corps. Ni gourde, ni verre, rien dans ses poches. Et pourtant, il s'est effondré à côté de ce parapluie, à un endroit où il n'avait pas l'intention d'aller. Il se leva brusquement, repliant le rapport dans sa poche de poitrine. « Allez, Hastings. Il est temps de se promener à nouveau dans le jardin, non pas pour ce qui est là, mais pour ce qui n'est pas. » Ils retournèrent au portail des Roses, où les haies s'étendaient en ligne régulière, encerclant l'étroit chemin de gravier où Vane avait été retrouvé. Poirot s'arrêta et s'accroupit de nouveau près de la haie, effleurant du bout des doigts le bord du sol près de l'endroit où se trouvait le parapluie. Vous voyez? Aucune marque, aucune trace autour. Il n'a pas été laissé tomber par inadvertance. Il a été transporté ici récemment et remis à sa place avec soin. Mais pourquoi ici, de tous les endroits? Demanda Hastings. Poirot se leva. Parce que ça créait la confusion. Ça attirait le regard. Et surtout, ça mettait l'accent sur le sol. Il a pointé du doigt. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Hastings plissa les yeux. Juste, de l'herbe écrasée. Des traces de pas. Des éraflures. Poirot hocha la tête. Exactement. Les éraflures. Comme si quelqu'un avait trébuché. Mais le corps est tombé proprement. Pas de boue sur le pantalon. Les éraflures ne sont pas du tout dues à M. Vane. Elles ont été créées avant son effondrement. Peut-être même par le tueur. Il commença à marcher lentement, son regard parcourant les haies. Puis il s'arrêta net, les yeux plissés par une petite bordure de fleurs sauvages qui séparait le bord intérieur du chemin du labyrinthe taillé. Une infime partie d'entre elles avait été aplatie, presque imperceptiblement. « Ah !» murmura Poirot. « Voilà votre deuxième indice. » Il s'agenouilla et écarta délicatement les tiges. Une légère trace de violette s'accrochait à la feuille d'un petit arbuste. Poirot la toucha de son doigt ganté, puis la porta à son nez. C'est amer, très léger, mais indéniable. Il leva les yeux vers Hastings. Dans l'aconite. Il pousse à l'état sauvage. Broyé récemment. Quelqu'un est venu ici et l'a récolté. Pas il y a quelques jours. Qui a? Ils rentrèrent juste au moment où les invités terminaient leur petit déjeuner. Poirot se tenait devant l'assemblée avec un calme et un commandement. Je vous remercie de votre patience. Je crois, mesdames et messieurs, que nous sommes désormais très proches de la vérité. Une lueur d'inquiétude traversa plusieurs visages. Julian Maddox se raidit légèrement. Imogen Scott fixa sa tasse de thé. Sir Hugo, comme d'habitude, paraissait perplexe. Lady Wilhelmina conserva son calme fragile. Poirot joignit ses mains derrière son dos.
Examinons maintenant le mobile. Monsieur Vane avait des ennemis, toute sa vie, sans doute. Mais ce crime n'était pas uniquement motivé par la haine. Il était planifié, méthodique. Le poison provenait de l'aconite napelle, une plante qui pousse dans votre jardin. J'ai trouvé des traces de cueillette récentes, tout près de l'endroit où Monsieur Vane a été trouvé. Il regarda Lady Wilhelmina. Madame, vous n'aviez pas mentionné que vous cultiviez une telle plante. Elle parut surprise. Je n'étais pas au courant. Ces bordures sont rarement utilisées. Elles sont uniquement décoratives. Poirot hocha la tête. Pourtant, quelqu'un savait où trouver la plante. Quelqu'un qui connaissait à la fois sa nature et son utilisation. Quelqu'un qui savait qu'elle agirait vite. Et cela, mes amis, réduit nos soupçons. Il se tourna vers Sir Hugo. Vous, monsieur, êtes un financier, pas un botaniste. Bien sûr, répondit Sir Hugo avec un faible sourire. Mademoiselle Scott, votre attachement au jardin est minime. Vous êtes arrivé en retard et votre réaction émotionnelle était sincère. Je ne vous crois pas capable d'un tel détachement clinique. Poirot se tourna lentement vers Maddox. Mais vous, monsieur Maddox, vous jouez de nombreux rôles. Vous portez de nombreux masques. Je me demande, avez-vous déjà joué un médecin ou un herboriste? Avez-vous déjà étudié les poisons tragiques de Shakespeare? Maddox ricana. Que insinues-tu? Poirot s'avança lentement vers lui. Vous connaissiez l'aconite. Vous avez discuté publiquement avec Vane. Vous n'aviez aucun alibi. Et surtout, vous êtes un homme de théâtre. Vous comprenez le symbolisme, le spectacle. Le parapluie était votre ornement. Vous l'avez planté après l'acte, pour distraire et semer la confusion. Mais c'était un geste creux, l'écho d'une représentation plutôt qu'une véritable diversion. Je n'avais aucune raison de le tuer, rétorqua Maddox. Il était désagréable, certes, mais il ne méritait pas une corde. Non, répondit doucement Poirot. Pas pour une simple insulte. Mais vous aviez plus à perdre que votre réputation, n'est-ce pas? Il se tourna vers Dame Wilhelmine. Madame, puis-je parler librement? Ses yeux brillèrent d'une lueur inexprimée. Elle hocha la tête d'un air sec. Poirot poursuivit. Monsieur Vane avait menacé de publier une lettre privée. Une lettre détaillant un accord entre vous et Monsieur Maddox, un arrangement financier lié à une production ratée. N'est-ce pas? Un accord qui vous aurait tous deux embarrassés. Le visage de Julien devint pâle. Il a dit qu'il vous dénoncerait. Et vous, brillant, vaniteux, impulsif, avez résolu de le réduire au silence. Vous avez récolté l'aconite. Vous l'avez transporté dans un mouchoir, ou peut-être dans une flasque à double fond. Vous l'avez attiré dans le labyrinthe, peut-être sous prétexte d'une conversation privée. Vous lui avez offert de l'eau, ou peut-être un bonbon à la menthe, un petit quelque chose. Puis, une fois qu'il a avalé, vous êtes parti, avez récupéré le parapluie dans le vestibule pendant l'absence d'Hélice et êtes revenu sur les lieux. La voix de Poirot baissa. Mais vous avez mal calculé. Le parapluie ne cachait pas. Il a non-kite. Et maintenant, monsieur, le rideau tombe. Maddox se leva brusquement de sa chaise, mais ne s'enfuit pas. Il fixa Poirot, la mâchoire serrée. Ce n'était pas pour le tuer, dit-il d'une voix rauque. Juste pour le rendre malade. Pour le mettre en garde, Poirot inclina légèrement la tête. Telle est la tragédie du poison. Il ne négocie pas. La police fut appelée. Tandis que Maddox était emmené, Poirot retourna à son siège, époussetant une petite peluche de sa manche. L'ordre, Hastings, murmura-t-il. On en revient toujours à l'ordre. Le jardin, la représentation, même le crime. C'était une tentative de contrôler le chaos. Mais le cœur humain, mon ami, il refuse d'obéir aux indications scéniques. Hastings se rassit, stupéfait. Et le parapluie. Poirot esquissa un léger sourire. Un accessoire d'acteur. Rien de plus. Mais au final, c'était la seule chose qu'il ne pouvait pas contourner. La voiture de police transportant Julien Maddox disparut dans la longue allée de gravier de Belvoir Place, ses pneus crissant sur le silex avec une sombre et définitive irrévocabilité. Dans le salon, les invités restants étaient plongés dans un silence stupéfait et inquiet. Ce n'était pas précisément le choc de l'arrestation, la logique de Poirot avait été irréfutable, mais plutôt l'intimité soudaine et glaçante de tout cela. Le poison avait été puisé dans leur propre jardin, le crime conçu en leur propre compagnie, masqué par l'élégance et le champagne. Pendant ce temps, Poirot ajustait méticuleusement les poignets de sa chemise,
comme s'il rétablissait l'ordre dans l'univers, un fil à la fois. Hastings, l'observant depuis le fauteuil d'en face, ressentait encore une tension persistante. Quelque chose dans l'expression de Poirot ne s'était pas adouci. Au contraire, elle s'était transformée en une profonde insatisfaction. « Eh bien, dit prudemment Hastings, vous avez récidivé. » Maddox a avoué, le mobile était clair, et les preuves. Eh bien, une fois rassemblées, il n'y avait plus grand-chose à redire. Poirot haussa un sourcil mais ne dit rien. Hastings se pencha en avant. « Tu ne sembles pas satisfait. » Les doigts de Poirot s'immobilisèrent. « Non, mon ami, je ne le suis pas. »« Mais pourquoi ? L'affaire est close. » Poirot secoua la tête d'un air imperceptible. « Non, Hastings. L'affaire n'est pas close. Elle est simplement résolue. » Il y eut un silence, pendant lequel le tic-tac lointain de l'horloge du grand-père de Lady Wilhelmina emplit la pièce d'un rythme presque accusateur. « Vous voulez dire, » commença Hastings, « que Maddox ne l'a pas fait ? » « Oh, il l'a fait, » dit doucement Poirot. « Il a récolté l'aconite, il a préparé la livraison et il a planté le décor avec ce parapluie infernal. Mais il n'avait pas l'intention de tuer. Du moins, je le crois. Il voulait intimider, écœurer, forcer le silence. Et pourtant, M. Vane est mort quelques minutes après avoir ingéré le poison. Bien trop vite pour une dose aussi faible que celle que Maddox croyait avoir administrée. » Hastings fronça les sourcils. « Alors quelqu'un a trafiqué le médicament? Il a rumenté la dose. » Poirot hocha lentement la tête. « Comme il se doit. Ce qui signifie qu'il y avait un adversaire de second plan. Un autre acteur en coulisses, en quelque sorte. Quelqu'un qui a deviné les intentions de Maddox et en a profité pour lui porter un coup fatal, un coup qui pourrait être présenté comme la conséquence tragique du crime d'autrui. » Hastings le fixa. « Seigneur. » Poirot se leva, soudain ingresolo. « Allons, Hastings. J'ai encore une conversation à avoir. C'est le dernier acte. » Lady Wilhelmina était dans la serre, assise devant une masse d'orchidées. Ses doigts gantés s'agitaient machinalement, taillant une fleur flétrie, malgré le regard lointain. Lorsque Poirot entra, elle ne se leva pas, mais se tourna lentement vers lui avec un calme presque royal. « Il suppose, » dit-elle doucement, « que vous êtes ici parce que le rideau n'est pas encore tout à fait tombé. »« Très exactement, madame. Il ne me faut plus qu'une vérité. Pas pour la loi, peut-être, mais pour l'ordre. » Elle esquissa un petit sourire amer. « Très bien. Je savais que tu ne te contenterais pas de Julien. » Poirot était assis en face d'elle, les mains jointes. « Tu étais au courant de son plan. »« Je l'ai fait. Il me l'a dit la veille. » Il était désespéré, voyez-vous, terrifié à l'idée que Vane détruise tout. Sa carrière, ma réputation, notre arrangement. Il voulait faire taire Alaric par la peur. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je pensais l'avoir convaincu. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Je l'ai découvert après coup. J'ai reconnu les symptômes. L'aconite me rappelle l'époque coloniale. Je savais ce qu'il avait fait. Mais je savais aussi que la dose n'aurait pas dû tuer. Et pourtant... Elle détourna le regard, la voix tremblante. Il est mort bien trop vite. Poirot s'est penchado au cement. Et tu as réalisé que quelqu'un d'autre était intervenu. Elle ferma les yeux. C'était déjà trop tard. Dès que j'ai vu le parapluie, j'ai su que quelque chose de terrible s'était passé. Le regard de Poirot s'aiguisa. Pourquoi ce parapluie? Parce que c'était le mien. Hastings, resté silencieux jusqu'à présent, sursauta. Le tien? Elle hocha la tête. D'un voyage à Vienne. Je l'avais gardé dans le vestibule. Il a disparu peu après le déjeuner. J'ai supposé qu'un invité l'avait emprunté. Quand je l'ai vu à côté du corps d'Alaric, je me suis dit, eh bien, je ne savais pas trop quoi penser. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Poirot pencha la tête. Parce que tu savais ce que ça impliquait. Quelqu'un voulait que la mort paraisse dramatique. Et théâtrale. Pas Maddox qui en avait déjà fait assez, mais quelqu'un d'autre qui voulait s'assurer que M. Vane ne quitte pas ce jardin vivant. Il laissa les mots reposer avant de continuer. Rares sont ceux dans cette maison qui étaient au courant du plan de Maddox. Encore moins nombreux sont ceux qui auraient su saisir si vite une opportunité. Et une seule personne était à la fois présente sur les lieux du décès et suffisamment digne de confiance pour se déplacer librement. Les yeux de Lady Wilhelmina se levèrent. « Vous ne voulez pas dire ?»« Oui, le valet de pied est lisse. » Elle blanchit. Poirot s'y leva. Il n'était pas simplement absent de son poste.
Il écoutait aux portes. Il connaissait le plan de Julien. Il savait quand Vane serait dans le jardin. Quand Ellis alla chercher le vin, il échangea le contenu de la dose préparée par Maddox. Il avait accès. Il avait un mobile. La voix de Lady Wilhelmina baissa. Mais pourquoi ferait-il ça? La voix de Poirot s'adoucit. Vengeance. La critique de M. Vane sur le concert de Mademoiselle Scott n'a pas seulement ruiné sa carrière, elle a mis fin à celle de son accompagnateur. Son fiancé, un jeune homme nommé Louis Archer, un pianiste prometteur. J'ai fait des recherches hier soir. Il s'est suicidé 2 semaines après la publication de la critique. Son frère cadet était Ellis. Il y eut un long silence. Poirot poursuivit d'une voix douce. Ellis profita de l'occasion pour achever ce que Maddox avait commencé, pour s'assurer que l'homme responsable de la ruine de son frère ne s'enfuirait pas. Lady Wilhelmina resta assise, immobile. Allez-vous prévenir la police? Non, répondit simplement Poirot. Ellis est déjà parti, disparu dans la nuit. Il savait que j'étais proche. Elle baissa les yeux. Et la justice? La justice a de multiples formes, répondit Poirot. On pourrait dire que M. Vane a récolté la douleur qu'il a si librement semée. Il se retourna pour partir, puis marqua une pause. Une dernière chose, madame. Lou Parapluie. Oui? Tu devrais le garder, dit-il. Il est à toi, après tout. Et peut-être un rappel que toutes les tempêtes ne sont pas faites de pluie. Alors qu'il sortait dans la pâle lumière du matin, Hastings se tourna vers Poirot avec une expression déconcertée. Tu vas juste le laisser partir. Poirot haussa légèrement les épaules. La prison ramènerait-elle les morts à la vie? Apaiserait-elle le chagrin de la belle-sœur, ou la honte de l'acteur qui a perdu son nom? Non, Hastings. La balance s'est équilibrée. Qu'il se repose. Ils descendirent l'allée du jardin en silence, l'air vif et immobile. Quelque part au-dessus, les nuages s'écartèrent faiblement, laissant passer un unique rayon de lumière argentée. Poirot ajusta son chapeau. Tous les crimes, Hastings, dit-il enfin, ne se valent pas. Mais toutes les vérités, un jour ou l'autre, doivent être affrontées. Même celles qui sont enveloppées d'ombre et portées sous des parapluies que personne ne veut revendiquer. Plus tard dans l'après-midi, les nuages s'étant dissipés et les pelouses de Belvoir Place luisant sous une brume matinale, Poirot s'assit sous un parasol sur la terrasse, sirotant une tisane préparée selon ses exigences. Hastings le rejoignit, les sourcils froncés, les révélations de la journée encore pesantes dans son esprit. Le silence qui régnait dans le domaine après cette ruée vers l'investigation était étrange. Les invités avaient commencé leur départ en silence, le personnel se déplaçait avec une discrétion prudente, et Lady Wilhelmina avait rejoint ses appartements. Mais Poirot demeurait serein en apparence, comme toujours. Il remuait son thé d'une main ferme et contemplait les parfaitement taillés. « Il y a quelque chose d'inachevé dans tout ça, » murmura Hastings. « Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Poirot esquissa un léger sourire. « C'est naturel de ressentir cela, Hastings. Le meurtre a été expliqué, les mécanismes mis à nu, mais le résidu émotionnel, ça reste, persiste. Vous ne percevez pas encore la symétrie. Je suppose que non. La disparition d'Ellis me préoccupe encore. Et s'il revient? Et s'il raconte à quelqu'un ce qu'il a fait? Poirot posa sa tasse. Alors il se révélerait, et justice suivrait. Mais je pense qu'il n'a aucune envie d'être arrêté. Son crime n'était ni un crime de lucre, ni un crime de satisfaction. C'était un acte né du chagrin, un moment singulier de représailles. Et de tels individus, une fois leur tâche accomplie, reviennent rarement sur scène. Hastings soupira. C'est quand même dommage. Le tableau est maculé sur les bords. Ah, mais la vie n'est pas un tableau, mon ami. C'est plutôt de la musique. Parfois, elle s'estompe au lieu de s'arrêter. Poirot marqua une pause. Il y a quand même un dernier détail que je dois confirmer. Un fil que je n'ai pas encore tiré. Hastings se redressa. Un autre suspect? Poirot secoua la tête. Non, non. Juste un témoin. Il se leva vivement et fit signe à Hastings de le suivre tandis qu'il traversait le couloir et de la maison. Là, devant le petit salon, ils trouvèrent le jeune Tobias, l'assistant jardinier, assis sur une caisse renversée, en train de cirer ses bottes. Il sursauta à leur approche, se leva précipitamment et lança un salut maladroit. « Monsieur. Monsieur Poirot, monsieur. » Tobias, dit gentiment Poirot, tu travaillais près de la pelouse hier, n'est-ce pas? Jusqu'à un peu plus de 15 heures? Oui, monsieur. Je ratisse les feuilles et je ramasse les branches.
Et as-tu vu quelqu'un passer près du labyrinthe? Le garçon se redressa. Oui, monsieur. J'ai vu monsieur Maddox, juste avant le cri. Poirot inclina la tête. Ça, on le sait. Mais as-tu vu quelqu'un d'autre? Tobias hésita. Son regard allait de l'un à l'autre. J'ai vu Ellis, monsieur. Poirot ne réagit pas. À quelle heure? Je ne sais pas exactement. Mais c'est après avoir entendu des voix s'élever de la maison. Monsieur Maddox criait, puis quelqu'un a claqué une porte. J'ai levé les yeux et j'ai vu Ellis marcher sur le chemin de gravier en direction du portail aux roses. Il tenait quelque chose à la main. On aurait dit une bouteille. Une petite. Il la tenait dans la poche de sa veste. Les yeux de Poirot rencontrèrent ceux d'Hastings. « Merci, Tobias, dit-il doucement. Cela confirme beaucoup. Tu es un bon observateur. » Il quitta le garçon avec un doux signe de tête et retourna dans le couloir. « Eh bien, murmura Hastings, c'est tout. Ellis était là. Et avec la fiole. Pourquoi n'as-tu pas appuyé dessus plus tôt? Je m'en doutais, mais je manquais de témoignages indépendants. On ne peut t'accuser sans corroboration. Maintenant, nous l'avons. » Ils retournèrent au salon, où le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, dorant le parquet de longues lignes ambrées. Poirot s'assit et ajusta le pli de son pantalon. « Voyez-vous, Hastings, la vérité est complexe, comme un millefeuille. Il y avait le mobile évident et le suspect évident, Maddox. Puis il y avait la vérité émotionnelle, Ellis, endeuillée et amère. Mais il y avait aussi la vérité psychologique. C'est ce que je recherchais depuis le début. » Il a joint ses doigts. L'emplacement du parapluie m'a indiqué que le tueur voulait qu'il soit vu. Mais Ellis n'avait aucune raison d'attirer l'attention. Ce n'était pas dans sa nature. L'effet était dû à Maddox. Pourtant, la mort fut plus rapide que prévu. Ainsi, 2 agents, un seul crime. Et à leur rencontre, la vérité a éclaté. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre. « Mais tu es toujours inquiet, Hastings. »« Je le suis. Je n'y peux rien. » Maddox était coupable, certes, mais d'homicide involontaire, pas de meurtre. Il était théâtral, mais pas mortel. Et Ellis, il disparaîtra dans le monde. Je n'arrête pas de me demander, n'aurions-nous pas dû l'arrêter? L'expression de Poirot s'adoucit. Peut-être. Mais réfléchissez, si nous avions arrêté Ellis avant, qu'aurions-nous obtenu? Une confrontation? Un avertissement? Il aurait peut-être agi en secret de toute façon, ou pire, dans la précipitation. Parfois, mieux vaut laisser la vérité éclater en son temps. Hastings se pencha en avant. Et vous croyez qu'il est parti pour de bon? Je crois qu'il a accompli sa mission. Et les gens comme Ellis, une fois qu'ils sentent l'équilibre rétabli, ne s'attardent pas. Il a disparu non pas pour échapper à la punition, mais pour se libérer du deuil. Poirot marqua une pause, puis ajouta. Le parapluie peut être remis à sa place. Son rôle dans le drame est terminé. Lady Wilhelmina entra alors dans la pièce, l'air calme, malgré de légères ombres encadrant son regard. Elle se dirigea vers Poirot et inclina la tête. « Je suppose que je dois vous remercier, » dit-elle doucement. Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Ce ne sont pas des remerciements que je recherche, madame, mais seulement de la compréhension. » Elle hocha légèrement la tête. « Et je crois que vous m'avez apporté exactement cela. La compréhension de ce qui a mal tourné. De ce que l'on peut atteindre lorsqu'on est acculé par la peur ou la douleur. Peut-être même de moi-même. » Poirot ne répondit pas, se contentant de lui lancer un regard empreint d'une compassion discrète. Elle se retourna et partit, laissant derrière elle un silence, non pesant, mais pensif. Dehors, le parc de Belvoir Place brillait sous le soleil de l'après-midi. Le labyrinthe était intact, les haies à nouveau impeccables. Le parapluie avait été récupéré et remis à son support, n'étant plus un symbole de confusion, mais un objet ordinaire, vidé de sa menace. Poirot, comme toujours, resta immobile un instant de plus que nécessaire. Puis, effleurant une tache invisible de son revers de veste, il fit un geste vers la porte. « Viens, Hastings. Notre travail est terminé. L'air de Londres nous fera du bien. » Hastings le suivit, ne jetant qu'un regard en arrière. Il pensa à Vane, mort pour ses paroles. À Maddox, qui avait tenté de se venger par le bluff, et à Ellis, qui avait emporté sa douleur et sa justice. Il n'y avait pas de victoire franche dans ce mystère, seulement des vérités qui se révélaient lentement. Mais le pas de Poirot était léger, précis comme toujours. « C'est comme sur scène, Hastings, dit-il tandis qu'il descendait les marches. Certains acteurs sortent,
d'autres restent. Mais l'histoire finit toujours par se terminer. Le voyage de retour vers Londres se fit dans le calme, la campagne défilant dans un flou verdoyant tandis que l'automobile ronronnait régulièrement sur les routes. Poirot était assis, les bras soigneusement croisés, le regard fixé non sur le paysage, mais sur un point fixe au loin, entièrement absorbé par ses pensées. Hastings, lui jetant un coup d'œil de temps à autre, résista à l'envie de parler. Le silence de Poirot suggérait une réflexion approfondie, jamais de repos, seulement du raffinement. Enfin, alors qu'ils approchaient des faubourgs de la ville, Poirot parla. « Il y a encore une chose qui me tracasse, Hastings. Une petite chose, mais tu sais ce que je pense des petites choses. » Hastings, de nouveau alerte, se pencha légèrement en avant. « Tu parles d'Ellis? Tu crois qu'il pourrait revenir ?» Poirot secoua la tête. « Non. Ellis a joué son rôle, et je crois qu'il a quitté la scène. Mais je ne parle pas de lui. Je parle du parapluie. » Hastings cligna des yeux. « Mais je croyais que nous avions résolu le problème. Il appartenait à Lady Wilhelmina. Maddox l'a emporté pour mettre en scène la scène. Justement, il l'utilisait pour le théâtre. Mais le placement était trop précis. Comme je l'ai dit, une performance doit être vue. Mais maintenant, je me demande, vue par qui ?» Poirot tourna la tête et regarda directement Hastings. « Nous pensions que Maddox avait placé le parapluie après l'empoisonnement. Mais que se serait-il passé s'il avait été placé avant ?» Hastings le fixa. « Avant? Mais alors, ça n'aurait pas eu de sens. Ça ne pouvait pas être Maddox. Il n'avait même pas atteint le jardin. » Exactement. Tu commences à comprendre, mon ami. La fenêtre temporelle devient cruciale. Il faut se demander qui avait accès à la scène, qui avait un mobile et qui avait la ruse de la préparer à l'avance, sachant exactement comment Maddox allait réagir. Il y eut une longue pause. « Tu soupçonnes encore quelqu'un d'autre » demanda lentement Hastings. Poirot hocha la tête. « Pas de meurtre. C'est établi. Mais d'orchestration. » Ils arrivèrent à l'hôtel Park Row peu après, et dès leur installation, Poirot envoya un télégramme bref mais précis. Moins d'une heure plus tard, on frappa à la porte de la suite et on annonça l'arrivée du docteur Paley. L'homme entra, l'air un peu las mais curieux. « Vous avez demandé des éclaircissements, monsieur Poirot ?»« Oui, docteur. Merci pour votre réponse rapide. J'ai besoin de votre expertise sur une question théorique. Imaginons qu'un sujet ingère une faible dose d'aconite, suffisante pour rendre malade, mais pas pour tuer. Supposons maintenant que ce même sujet ait été précédemment en contact cutané avec une infusion plus forte, par exemple via le manche d'un parapluie traité avec une teinture du même poison. Les deux sources, combinées, pourraient-elles provoquer une réaction soudaine et fatale? Le docteur Paley haussa légèrement les sourcils. En théorie? Oui. L'aconite est absorbée par voie transdermique. Une teinture concentrée, appliquée sur un objet fréquemment manipulé, pourrait activer le système. Ingéré ensuite, même en petite quantité, l'effet serait considérablement amplifié. Poirot inclina la tête. C'est tout ce dont j'avais besoin. Merci, docteur. Lorsque la porte se referma, Poirot se tourna vers Hastings, les yeux brillants de certitude. Alors, nous avons notre dernière main, Hastings. Celle qui a transformé une farce en tragédie. N.I. Ellis, N.I. Maddox. Mais Lady Wilhelmina elle-même. Hastings S.E. Rassit, incrédule. Tu n'es pas sérieux. Elle t'a appelé. Elle voulait la vérité. En effet, mais pas toute la vérité. Seulement la vérité qui servait ses intérêts. Poirot se leva et marcha doucement sur le tapis. Elle connaissait le plan de Maddox, comme elle l'a admis. Elle l'a supplié de ne pas agir, mais elle craignait le risque. Elle a donc préparé une deuxième couche, une garantie. Elle a traité le manche de son parapluie avec de la teinture. Sachant que Maddox pourrait l'utiliser, ou qu'elle pourrait la placer elle-même près des lieux, comme encre. Cela aurait non seulement perturbé le timing, mais aurait aussi permis au poison d'avoir un double effet. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il meure si vite, murmura Hastings. Non, mais quand il l'a fait, elle s'est adaptée. Elle a joué les hôtesses endeuillées. Elle a laissé Maddox tomber dans le piège de la culpabilité. Et plus tard, elle n'a rien dit de l'absence du parapluie, même si elle l'a immédiatement reconnu. Hastings resta silencieux pendant un long moment. Mais pourquoi aller si loin? Pourquoi ne pas simplement affronter Vane? Elle était puissante, lui n'était qu'un critique. Poirot regarda par la fenêtre, son reflet net contre la vitre. Les menaces de Vane allaient au-delà de sa réputation.
La lettre qu'il comptait publier contenait non seulement un scandale, mais aussi des malversations financières, des liens avec une entreprise immobilière ratée à Ceylan et le nom d'un fonctionnaire compromis. Si elle avait été révélée, elle aurait détruit toute la position sociale de Lady Wilhelmina et aurait pu entraîner des conséquences juridiques. Elle ne pouvait même pas se permettre la possibilité que Vane survive. Il s'est retourné. Elle s'est servie du plan de Maddox comme couverture. Et lorsqu'Ellis a agi de son propre chef, ignorant son implication, la mort est survenue plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Elle a laissé la confusion s'installer là où elle devait se produire. Hastings parla à voix basse. « Allez-vous la dénoncer ?» Poirot prit une longue inspiration. « Non. Pourquoi pas? Parce que les aveux de Maddox sont valables. » Ellis est parti. Il n'y a plus aucune trace de la teinture. Et Lady Wilhelmina, elle n'osera plus jamais jouer à de tels jeux. Elle a atteint son but au prix de la réputation de 2 hommes et d'une vie. Poirot prit son chapeau et sa canne. « Allons, Hastings. Notre travail est terminé. Mais nous partons non pas triomphants, mais avec compréhension. » Alors qu'ils descendaient les marches de l'hôtel, l'effervescence londonienne les accueillit avec des klaxons et des sabots, des voix et une hâte folle. Poirot s'arrêta sur le trottoir, levant les yeux vers les nuages changeants. « Parfois, dit-il doucement, le véritable auteur de la pièce reste dans l'ombre. Et pourtant, Hastings, c'est toujours la même vérité qui tire sa révérence. » L'air londonien portait en lui le parfum mêlé de la poussière estivale, de la fumée de charbon et du bourdonnement pesant de l'agitation de la ville. Poirot marchait d'un pas mesuré le long de Pall Mall, sa canne rythmant chaque pas posé. Hastings le suivait de près, réfléchissant encore aux dernières implications de ce qu'ils avaient découvert à Belvoir Place. La douce tromperie de Lady Wilhelmina persistait en marge de ses pensées, telle une réplique à demi oubliée d'une pièce de théâtre pourtant familière. « Je n'arrive pas à m'en remettre, » murmura finalement Hastings, incapable de contenir son malaise. La façon dont elle a orchestré tout ça, si subtile, si froide. Et pourtant, elle reste intacte. Poirot ne s'arrêta pas, même s'il inclina légèrement la tête. « Vous êtes perturbé, mon ami, car elle n'a pas commis l'acte d'une manière qui corresponde à votre conception de la culpabilité. Mais je vous le demande, quelle est la nature de la culpabilité, si ce n'est celle de porter la pleine conscience de ses actes? » « Elle continuera comme avant, » répondit Hastings, peu convaincu. « Son nom est intact. Sa place dans la société est intacte. »« Peut-être, » dit Poirot d'un ton doux. « Mais le prix de sa victoire ne s'est pas payé en livres ou en titres, il s'est payé en silence. Et le silence, mon cher Hastings, est rarement bon marché. C'est un fardeau pour l'esprit. Plus lourd que les chaînes, plus tenace que la honte. Elle ne pourra jamais l'oublier. » Ils tournèrent dans St. James's Street, où le vacarme des fiacres et les rires élégants d'un club voisin emplissaient l'air de l'après-midi d'une gaieté trompeuse. Poirot s'arrêta brusquement devant un bureau de tabac et regarda par la vitrine, apparemment préoccupé par les rangées soignées d'humidificateurs polis. « Mais dites-moi, » dit-il sans se retourner, « avez-vous vraiment réfléchi à ce qu'elle a accompli ?» Hastings fronça les sourcils. Elle s'est débarrassée d'un homme qu'elle craignait. Elle a laissé 2 autres personnes porter le chapeau. Est-ce là un exploit? À ses yeux, oui. Mais pour un observateur impartial, non. Elle a agi avec brio, mais sans sagesse. Sa victoire n'a été qu'une évasion momentanée. Et elle s'est vouée au secret à jamais. Il tapota légèrement la vitre du doigt. Il n'y a pas de gloire dans de telles victoires. Juste l'illusion de la sécurité. À ce moment précis, une petite silhouette apparut de l'autre côté de la rue, un garçon en uniforme de coursier, coupant la route et esquivant une voiture avec l'insouciance fluide de la jeunesse. Il s'arrêta devant Poirot, une enveloppe marron à la main. « Pour vous, monsieur. Livraison Express. Déposé à l'hôtel juste après votre départ. » Poirot accepta l'enveloppe, la remercia d'un signe de tête et tendit une pièce au garçon sans ralentir son pas. Il déchira l'enveloppe tandis qu'ils reprenaient leur marche. Le mot à l'intérieur était bref, non signé, et écrit d'une écriture en boucle et solennelle. Poirot le lut à haute voix. « Tu as vu plus que je ne l'aurais cru possible. J'ai fait ce que j'avais à faire, non par haine, mais par souci de préservation. Si la vérité vit en paix, qu'elle repose. Sinon, nous sommes tous deux en danger. » W. Hastings le fixa du regard. « Elle sait que tu sais. » Poirot sourit faiblement. « Elle l'a toujours fait. Mais maintenant, elle l'a reconnu.
Cela ne change-t-il pas les choses? Cela ne change rien. Cela confirme nos déductions. Mais cela suggère aussi qu'elle croit que je n'en ferai rien. Ce qui, dans ce cas précis, est vrai. Non pas par pitié, mais par finalité. Il n'y a plus rien à faire. Hastings resta silencieux un instant, puis demanda. Pensez-vous qu'elle recommencera? Recourir à de telles méthodes? Non, répondit Poirot fermement. Parce que la peur qui l'animait était unique. Et parce qu'elle vivra le restant de ses jours en sachant que quelqu'un, quelque part, percevra la vérité derrière son aplomb. Il plia soigneusement le billet et le plaça dans la poche intérieure de sa veste. Et puis, ajouta-t-il, elle n'est pas idiote. Elle s'est échappée, certes, mais même la fuite la plus digne laisse des traces. Elle ne prendra plus de tels risques. Ils continuèrent leur route devant le Reform Club, dont les piliers gris s'élevaient solennellement au-dessus de la rue, avant de tourner dans la ruelle calme qui menait à leur salon de thé préféré. Le portier inclina sa casquette. Poirot lui rendit son geste d'un gracieux hochement de tête. Une fois assis près de la fenêtre, un pot de Darjeeling infusant à côté d'eux, Hastings leva les yeux et dit « Vous parlez toujours d'équilibre, d'ordre, mais là, ça semble inachevé. » Poirot parut amusé. « Vous souhaitez une fin plus définitive? Une arrestation? Un procès? Des aveux ?» Hastings haussa les épaules. « Quelque chose de plus définitif, plus décisif. » « Ah, mais ceci, mon ami, fut décisif. » Avec la sérénité que la vie offre souvent, Maddox affronte les conséquences de son ambition sans se soucier des conséquences. Ellis a disparu dans l'ombre du chagrin. Et Lady Wilhelmina, elle demeure, majestueuse et intacte en apparence, mais jamais vraiment libérée du parapluie qui n'aurait jamais dû être là. Il sirota son thé. Il y a de la poésie là-dedans. Tu ne vois pas? Je le vois, dit lentement Hastings. Je n'aime pas ça, c'est tout. Poirot glausa. La justice, Hastings, n'est pas toujours un coup de foudre. C'est souvent un miroir brisé, révélant aux gens leur propre visage, qu'ils le veuillent ou non. Hastings remua son thé sans répondre. Poirot se pencha en arrière, les yeux à moitié fermés. « Mais voyons, dit-il au bout d'un moment. Détournons nos pensées de Belvoir Place. Un nouveau crime surviendra bien assez tôt. C'est toujours le cas. Peut-être quelque chose de moins toxique et de plus mystérieux. J'aimerais un mystère symétrique, oui. Un diamant manquant, une lettre codée, quelque chose de particulier. » Hastings sourit malgré lui. « Et pas de parapluie? Plus de parapluie, je vous en prie, dit gravement Poirot. J'ai eu assez de métaphores météorologiques pour cet été. » Ils rirent alors, doucement mais sincèrement, et la tension entre eux s'apaisa, comme une montre bien remontée qui se déroule doucement. De l'autre côté de la fenêtre, Londres continuait son chemin, indifférent et inconscient, son rythme n'étant pas perturbé par la vérité qui s'était jouée dans une propriété de campagne anglaise. Mais à l'intérieur, dans la sécurité de tasses en porcelaine et de chaises en acajou, deux hommes étaient à nouveau assis, paisibles, leur travail accompli. Pour l'instant, tandis que le serveur débarrassait tranquillement la table, Poirot demeurait pensif, les doigts entrelacés juste sous le menton. Le salon de thé commençait à s'emplir du murmure distingué des clients de l'après-midi. Des dames en manteau sur mesure murmuraient devant des scones au raisin, des messieurs âgés hochaient la tête en lisant le Times. Le tintement délicat de la porcelaine formait un doux contrepoint au bourdonnement sourd de la ville, juste derrière les vitres dépolies. Hastings prit une dernière gorgée de son thé tiède, puis se pencha légèrement en avant. « Tu sais, Poirot, je n'arrête pas de penser à cette lettre. »« Ah » murmura Poirot sans ouvrir les yeux. L'avertissement discret de Lady Wilhelmina. « Si c'était un avertissement, dit Hastings, ça aurait tout aussi bien pu être un défi. Un test. » Poirot ouvrit un œil. « Mon ami, on dirait que tu essaies de te convaincre qu'il y a encore beaucoup à raconter. Je ne peux pas m'empêcher de le ressentir, c'est tout. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. »« Laissez-moi deviner, » dit Poirot, se redressant dans sa posture impeccable habituelle. « C'est une coïncidence que trois personnes, toutes ayant des raisons de nuire à M. Vane, aient agi si rapidement, à l'insu des autres. » Hastings hocha la tête à moitié. « Exactement. N'est-ce pas un peu exagéré? On a retrouvé Maddox, Ellis et Lady Wilhelmina. Oui. Mais ici, Poirot leva le doigt. Hastings, mon cher, ne nous replongeons pas dans le brouillard alors que nous en venons à peine d'émerger. Ce que vous percevez n'est pas mensonge, mais complexité.
C'est la nature d'un mystère bien tissé de résister à un dénouement complet. Chaque fil semble similaire, pourtant son origine et sa fonction diffèrent. L'erreur est de croire que tous les fils mènent au même nœud. Hastings fronça les sourcils mais ne dit rien. Poirot poursuivit, plus doucement. Il y avait bien une coïncidence, mais aussi une orchestration. Imaginez, Maddox a monté le bluff. Wilhelmina a tendu un piège secondaire. Ellis, bouleversée par le chagrin, a frappé au dernier moment. Personne n'était au courant de l'autre. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie, Hastings. Imaginez combien de personnes avaient des raisons de voir Vane réduit au silence. La convergence des actions n'était pas planifiée, mais inévitable. Hastings ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit provenant du fond du salon de thé attira leur attention. La porte s'ouvrit brusquement et une jeune femme vêtue d'un manteau de voyage bleu ciel entra, jetant un coup d'œil circulaire jusqu'à ce que son regard se pose sur Poirot. Elle s'approcha rapidement, mais avec grâce, ce calme qui suggérait une certaine éducation, mais pas nécessairement une certaine aisance. « Monsieur Poirot » demanda-t-elle. Il se leva, toujours gentleman. « Mademoiselle, bonjour. Vous avez l'avantage sur moi. Désolé de vous déranger. » dit-elle, le souffle légèrement accéléré. « Je m'appelle Isabelle Archer. » Poirot cligna des yeux. « Archer ?» Elle hocha la tête. « Louis Archer était mon cousin. » Le regard de Poirot s'aiguisa instantanément. Hastings S.E. redressa. « Look her batten lachamot. » J'ai reçu une lettre d'Ellis, poursuivit Isabelle en sortant une enveloppe cachetée de son sac. Il l'a postée le soir de son départ. Elle était destinée à toi. J'ai hésité à la remettre, mais finalement, je me suis dit que ce serait mal de ne pas le faire. Poirot prit la lettre avec le plus grand soin, la retournant une fois avant de briser le seau de cire. L'enveloppe contenait une seule page, pliée en deux. Il la lut en silence. Lorsqu'il eut terminé, il soupira doucement, presque tristement, et la tendit à Hastings. La lettre était brève, écrite d'une écriture épurée et réfléchie. « À Monsieur Poirot, vous avez dû voir clair maintenant. Je ne demande pas pardon et n'attends aucune clémence. Mais je vous écris parce que je veux que vous sachiez que cet acte est le mien, et le mien seul. J'ai entendu le plan de Maddox, oui, mais il n'avait aucune intention de nuire. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai vu où Lady Wilhelmina avait posé son parapluie, et j'ai compris ce que cela signifiait. Elle ne tuerait pas, mais elle ne l'empêcherait pas. J'ai donc fait le choix final. La dose m'appartenait. L'administration, elle, m'appartenait. Mais je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour empêcher ce même homme de détruire une autre vie, un autre rêve. Vane laissait des ruines partout où il passait. Ces critiques n'étaient pas des critiques, c'étaient des phrases. Miss Scott devait se produire à nouveau le mois prochain. Vane avait prévu de saboter son retour. J'ai vu la lettre qu'il avait écrite. Je l'ai prise avant qu'elle ne soit envoyée. Vous pouvez me juger, Monsieur Poirot. Mes ennemis plaignent pas. Eh! Hastings laissa la lettre reposer sur ses genoux, sans un mot. La voix de Poirot était basse, mais assurée. Et le rideau tombe. Nous nous sommes trompés légèrement, mais pas fatalement. Les acteurs étaient les mêmes. Seul l'ordre de leurs entrées différait. Isabelle les avait observés tous les deux avec une appréhension croissante. Tu le savais, n'est-ce pas? C'est Ellis, qu'il... Poirot hocha légèrement la tête. On s'en doutait. Ford. Elle hésita. Sais-tu où il est allé? Poirot sourit, sans amertume. Il a bien disparu. À deviner, je dirais le Nord. Il a mentionné un jour, en passant, son affection pour la côte du Yorkshire. Isabelle baissa les yeux. Il était gentil. Brisé, mais gentil. Je ne pense pas qu'il se le pardonnera un jour. Poirot resta silencieux un instant. Puis, à voix basse, parfois, mademoiselle, la seule justice possible est celle qui ne demande pas l'absolution. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues, et prit congé sans un mot de plus. Après son départ, Hastings expira. C'était donc Ellis. C'était toujours Ellis, a déclaré Poirot. Mais nous avions besoin de la vérité, de sa bouche même, ou de sa plume. Hastings tapoda la lettre. Et celle qu'il a prise? L'attaque de Vane contre Imogen Scott? Poirot fouilla dans sa poche de poitrine et en sortit une seconde enveloppe, non marquée et cachetée. Elle a été rendue avec la lettre. Je veillerai à ce qu'elle ne quitte jamais cette pièce. Hastings esquissa un sourire sombre. Finalement, Ellis lui a donné la chance que Vane lui aurait volée. Poirot hocha la tête.
Une chance? Oui. L'avenir n'est pas intact, mais il n'est plus menacé. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, tandis que dehors les nuages se déplaçaient à nouveau sous le soleil de l'après-midi londonien. Puis Poirot se leva et rassembla ses affaires. Allons-y, Hastings. La paix est là, maintenant. Et la paix, comme la vérité, est une chose qu'il faut protéger avec soin. Ensemble, ils quittèrent le salon de thé, rythmés par leurs pas. L'histoire n'était pas celle de héros ou de méchants, mais de choix. Certains lâches, d'autres courageux. Tous, en fin de compte, humains. La lumière de fin d'après-midi projetait de longs rubans dorés sur le trottoir tandis que Poirot et Hastings reprenaient le rythme londonien. La ville s'animait autour d'eux dans son flot constant et indifférent. Les tramways sonnaient, les cyclistes zigzaguaient entre les taxis, les marchands de fleurs criaient sans conviction depuis leur poste au coin des rues. Pourtant, pour Poirot, chaque détail restait net, précis, parfaitement placé. Alors même que les derniers détails de l'affaire de Belvoir Place se fixaient dans son esprit, il marchait avec la même exactitude que d'habitude, les pieds soigneusement positionnés, la canne à la main, les moustaches épargnées par le moindre souffle de vent. Hastings, cependant, était encore en train de digérer la lettre. Les mots d'Hélice avaient été directs, intentionnels et honnêtes comme peu de confessions l'étaient. Pourtant, quelque chose en laissait derrière lui, non pas une clarté, mais une douleur sourde, une mélancolie à laquelle Poirot semblait presque insensible. Ils traversèrent la rue près de Trafalgar Square, la foule s'épaississant maintenant avec l'agitation de fin de journée. Hastings ne prit la parole qu'une fois arrivé de l'autre côté, où le bruit s'était atténué sous les arches protectrices de la National Gallery. « Poirot, dit-il doucement, as-tu déjà réfléchi à ce que signifie réellement la justice pour des gens comme Hélice ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'écarta de la foule et se tint près d'une statue, la contemplant avec un étrange mélange d'intérêt et d'abstraction. « Je n'ai guère pensé à autre chose, Hastings. La loi est une chose. Elle est fixe, codifiée, structurée. Mais la justice, c'est une question de perspective. Pour Hélice, la justice n'était ni une affaire de tribunal, ni une question de vengeance. Il s'agissait d'arrêter la destruction, d'empêcher une victime supplémentaire. Il croyait ne pas pouvoir sauver son frère. Mais peut-être pourrait-il sauver Mademoiselle Scott. Et tu ne lui en veux pas? Je ne l'absous pas non plus. Je le comprends. Et comprendre, Hastings, est plus difficile et plus important que le blâme ou l'éloge. Ils reprirent leur marche, plus lentement désormais, la conversation les attirant vers l'intérieur malgré la pression de la vie environnante. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais pesant, chargé de réflexions inexprimées. Finalement, Hastings demanda « Vas-tu dire à Imogen Scott que la lettre de Vane avait été détruite ?» Les yeux de Poirot se tournèrent vers lui, puis à nouveau devant lui. « Non, sauf si elle le demande. » Pourquoi? Parce que cette connaissance ne changerait rien pour elle désormais, si ce n'est rouvrir une blessure qui commence enfin à se refermer. Son avenir lui appartient à nouveau. Le passé n'a plus de prise sur elle. Pourquoi exhumer ce qui devrait rester enfoui? Ils passèrent devant l'étal d'un libraire. Poirot aperçut un ouvrage de philosophie classique sous une pile de périodiques. Il marqua une pause, ajusta la tranche du bout des doigts gantés, puis poursuivit son chemin sans faire de commentaires. Et Lady Wilhelmina demanda à Hastings au bout d'un moment. « Ah, dit Poirot avec un léger soupir. C'est un cas à part. Une femme élégante, calculatrice et d'une impitoyable discrétion. Je crois qu'elle vivra avec ce qu'elle a fait. C'est une punition suffisante. Elle a mal jugé une chose, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est? Que les petites cellules grises savent toujours quand quelqu'un joue plus d'un rôle sur scène. Son erreur a été de croire qu'elle pouvait diriger l'acte final sans être vue. Et pourtant, dit Hastings, personne ne l'a vue, sauf toi. » Poirot se tourna alors vers lui, et son regard habituellement amusé ou perçant exprimait une étrange sérénité. « Mais ça, mon ami, ça suffit. » Alors qu'ils atteignaient Charing Cross et s'apprêtaient à se séparer pour la soirée, une silhouette émergea de la foule, serrant un journal plié. L'homme, d'âge mûr et essoufflé par la course, aperçut Poirot et se précipita vers lui. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-il avec empressement. « Pardonnez-moi. J. m'appelle Daniel Greaves. J'ai lu dans le matin votre implication dans l'affaire de Belvoir Place. Ils ont mentionné votre nom. Je ne savais plus où donner de la tête. » Poirot leva doucement la main, les yeux plissés d'un calme concentré.
Doucement, monsieur. Dites-moi. Greaves respira un grand coup. C'est le frère de ma femme, il a disparu il y a 3 jours. Pas de mots. Pas de signe de lutte. La police dit qu'il est parti de son plein gré, mais c'est impossible. Il est dévoué à son travail. Il est méthodique, comme vous. Il ne serait pas parti comme ça. Poirot le considéra un instant avant de répondre. Alors peut-être, monsieur Greaves, nous devrions discuter autour d'une nouvelle tasse de tisane. Hastings cligna des yeux. Déjà une autre affaire. Poirot haussa les épaules avec modestie. Le monde ne s'arrête jamais pour réfléchir, Hastings. Et puis, il sourit faiblement, un esprit tranquille devient oisif. Ils reprirent leur marche vers l'hôtel, Greaves parlant d'une voix basse et pressante, tandis que Poirot écoutait avec la précision d'un homme commençant une nouvelle énigme. Hastings le suivit, notant déjà les détails. Le tapotement anxieux des doigts de l'homme, le léger tremblement dans sa voix, les traces d'une inquiétude plus profonde cachée derrière la panique apparente. L'affaire Belvoir Place était terminée, son dénouement chaotique et profondément humain. Elle ne s'était pas conclue par un triomphe ou une condamnation, mais par le choix de comprendre. La vérité était apparue lentement, par couches, et peut-être pas entièrement au grand jour, mais suffisamment. Maintenant, le prochain mystère attendait. Et lorsque Poirot entra dans son ombre, frappant une fois de plus sa canne au rythme de sa démarche précise et régulière, il ne le fit pas comme un homme poursuivant les malfaiteurs à travers le brouillard, mais comme celui qui voit le plus clairement lorsque le monde qui l'entoure refuse de le faire. La pluie arriva enfin, douce et purificatrice, lavant la crasse des rues londoniennes tandis que le soir s'installait sur les toits. Poirot s'assit de nouveau dans sa chambre du Park Row Hotel, un petit feu allumé malgré la saison. Ce n'était pas pour se réchauffer, mais pour créer une atmosphère, un cadre ultime pour situer l'histoire qui avait, un temps, hanté son esprit toujours agité. En face de lui, Hastings fixait également le feu, les derniers échos de l'affaire de Belvoir Place se faisant lentement entendre. « Je suis toujours surpris, » dit Hastings au bout d'un moment, de voir à quel point la vérité peut être discrète. Pas d'arrestation spectaculaire, pas d'aveu définitif crié devant une foule. Juste le silence. Une lettre. Un choix. Poirot sourit faiblement, les doigts joints. Oui, Hastings. C'est souvent comme ça. Il n'y a que dans les romans que la vérité arrive avec tonnerre et applaudissements. Dans la vie, elle arrive discrètement. Il se leva et se dirigea vers le secrétaire, ouvrit un tiroir et en sortit la dernière lettre d'Hélice, celle qu'Isabelle Archer avait remise. Il la tenait délicatement, comme on tiendrait une fleur séchée ou une relique d'une ancienne guerre. « Je l'ai relue, » dit Poirot, non pas pour en tester la logique, mais pour comprendre l'émotion qui le sous-tend. Et je constate que le cœur du crime n'a jamais été la cruauté. Ce n'était pas la vengeance. C'était le désespoir, déguisé en résolution. Hastings hocha légèrement la tête. Il ne voulait pas tuer pour le pouvoir. Il voulait juste que la cruauté cesse. Exactement. Poirot remit la lettre dans son enveloppe. Il voyait la pièce se dérouler autour de lui, le désespoir de Maddox, les calculs de Lady Wilhelmina, et il savait que ni l'un ni l'autre ne mettrait fin aux dégâts. Il devint donc, comme on dit, l'auteur ultime du dernier acte. Et s'il ne l'avait pas fait? Demanda Hastings. Et si le plan de Maddox avait été exécuté et que Vane avait survécu? Wilhelmina serait-elle intervenue? L'expression de Poirot s'assombrit légèrement. Je crois qu'elle l'aurait fait. Elle avait déjà préparé le piège. Le manche du parapluie avait été traité bien avant l'incident. Elle avait l'intention de rester à l'écart, mais sa main était présente. Elle était toujours présente. Hastings fronça les sourcils. Hélice n'a donc pas agi uniquement par chagrin, mais par conscience. Il savait que personne d'autre ne pouvait empêcher le pire. Oui, et cela, dit doucement Poirot, fait de lui non seulement un criminel, mais un personnage tragique. Sa lettre ne révèle ni joie, ni triomphe. Seulement du chagrin. Et de la détermination. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la lumière du feu dansant sur la garniture en laiton des chaussures immaculées de Poirot. « Regrettez-vous de ne pas avoir dénoncé Lady Wilhelmina » demanda finalement Hastings. Poirot secoua la tête. « Non, elle s'est condamnée à une vie de peur. Elle se demandera toujours si quelqu'un parlera. Si le parapluie refera surface. C'est assez de justice pour elle. Et Hélice, il est parti. Mais il laisse derrière lui quelque chose que ni le tribunal ni la prison n'auraient pu lui apporter. Qu'est-ce que c'est? » Poirot sourit.
cette fois avec une chaleur indéniable. Il a redonné un avenir à quelqu'un. Un coup interrompit leur réflexion. Poirot appela, et le portier entra avec une fine enveloppe délicatement déposée sur le plateau près du feu. Livré à l'instant, monsieur. Sans adresse de retour. Poirot attendit que l'homme soit parti, puis prit l'enveloppe. Hastings se pencha et l'ouvrit. La note à l'intérieur était écrite de la même écriture bouclée que précédemment. Elle ne contenait que 3 lignes. Elle s'est produite à nouveau. Sale comble. Les critiques ont été bienveillantes. Aucune mention du passé. Ça suffit. Pas de signature. Pas d'adieu. Poirot le plia soigneusement et le glissa dans le feu. Il se tordit, noirci et disparut en silence. Ceci, Hastings, dit Poirot, est le dernier mot. Dehors, la pluie s'était calmée. Le monde avait repris son rythme, grondement de voitures, klaxons, pas résonnants sur la chaussée glissante. Poirot se leva, effaça un pli inexistant de sa manche et se dirigea vers la fenêtre. Au final, mon ami, il n'y avait pas de solution parfaite. Seulement des personnes imparfaites, chacune essayant, à sa manière, de préserver ce qui lui était le plus cher. Hastings se leva également. « Et tu crois que c'est ça, la justice ?» Poirot pencha la tête. « Non, mais c'est ce que vérité est. Et la vérité, mon ami, est toujours la plus grande réussite. » Il se retourna vers la lumière du feu. « Venez, dit-il. Demain, un nouveau cas se présentera. Mais pour ce soir, reposons-nous. Le parapluie est plié. Le rideau est tombé. » Et à ce moment-là, dans la chaleur de la pièce et les échos décroissants de l'affaire, Poirot s'autorisa, très brièvement, à rester immobile.